Donc, pour commencer ce temps de questions-réponses, les gens en plateau ou Madame Hidou à distance, est-ce que vous avez des questions? Madame Hidou a finalement posé un certain nombre de questions. Je pense que peut-être, Madame la Présidente, vous avez envie d'y apporter quelques réponses. Oui, c'est-à-dire que je remercie Madame Hidou des questions qu'elle a posées pour tempérer, comment dire, le verre qui était à moitié rempli et de souligner un peu les marges de progression. Plutôt que de marge de progression, j'appellerais ça plutôt des questionnements. Et les questionnements qu'elle a mentionnés, je dirais, ce sont les nôtres. Un important questionnement est effectivement de savoir comment est-ce que on accompagne cette offre légale en permettant qu'elle se renouvelle, qu'elle soit vivante, pour attirer, entre guillemets, des joueurs, de manière à limiter, je dirais, l'évasion de ceux-ci vers l'offre illégale. C'est un sujet absolument majeur. Et le rôle du régulateur, c'est d'essayer de maintenir le marché, je dirais, autour du jeu récréatif, qui se traduit par l'offre légale, pour éviter que se développe de façon excessive une offre illégale. Alors, la régulation qu'on va exercer sur l'offre de jeu, elle a cet objectif. Évidemment, le pendant de ceci, c'est de combattre férocement l'offre illégale. Et je crois que sur ce deuxième point, on peut certainement améliorer la situation. Nous avons aujourd'hui la possibilité de lutter contre l'offre illégale à travers une procédure qui marche très bien depuis 2010, qui passe par le tribunal de grande instance de Paris. Donc c'est une procédure judiciaire. Je suis convaincue que nous devons faire en sorte, enfin en tout cas essayer de faire en sorte que le régulateur ANJ puisse avoir une compétence de blocage administratif des sites illégaux. C'est une compétence qui existe dans la plupart des pays européens au bénéfice du régulateur, qui n'est pas parfaite, bien sûr, parce qu'en réalité, les stratégies de contournement des opérateurs illégaux demeurent dans ces pays, mais c'est un outil de plus à l'arsenal du régulateur pour vraiment lutter contre cette offre illégale. Donc c'est un sujet que nous allons essayer de mettre à l'agenda du législateur, et je crois il ne devrait pas susciter l'opposition qui a pu naître autour du même pouvoir, par exemple autour de l'Hadopi, parce que là, il s'agit simplement de constater que l'offre qui est faite, c'est bien une offre de jeu d'argent d'un opérateur qui n'est pas agréé en France. Et agréé ou pas agréé, c'est un choix assez binaire. On l'a ou on l'a pas, vous voyez. Donc, je crois qu'en tout cas, il y a des arguments assez solides pour permettre à une autorité administrative comme l'ANJ d'avoir cette compétence. L'autre chose, évidemment, pour lutter contre cette offre illégale, c'est la coopération européenne autour des territoires de jeu de chacun. Et je crois que là aussi, nous pouvons probablement mieux travailler les uns avec les autres pour faire en sorte que ça n'est pas parce que vous êtes légalement autorisé dans un pays que vous pouvez opérer sur le territoire d'un autre. La législation sur les jeux d'argent, ce n'est pas une législation du pays d'origine. C'est une législation qui concerne le pays du joueur, voyez. Et donc ça, c'est très important parce qu'évidemment, il y a des tensions au niveau européen pour essayer d'évoluer en ce sens. Je crois que les différents régulateurs européens peuvent coopérer ensemble, entre eux, pour veiller à ce que chacun garde, entre guillemets, la maîtrise de son espace national et aide à combattre des offres qui passent les frontières et qui, le cas échéant, ne respectent pas la législation du pays dans lequel elles s'exercent. Donc, il y a tout un pan, je dirais, d'initiatives autour de cette offre illégale qui, je crois, est effectivement très importante. Madame la députée? Oui, je me permets aussi de rebondir sur la question de l'offre illégale. L'offre illégale la plus identifiée, ce sont les jeux de casino en ligne. Et ça, les joueurs doivent aussi le savoir. Et pour beaucoup, comme c'est en ligne, Internet, on ne sait pas d'où ça vient. On ne voit pas, en fait, qu'on est face à une offre de jeu illégale. Et ça, il faut pouvoir encore travailler dessus.
On voit bien en fait que la modernisation de ce secteur du jeu, notamment par les nouveaux outils numériques qui offrent une perspective déployée d'aller toucher chaque joueur jusque chez lui, puisque via Internet, ils peuvent y accéder, eh bien, c'est là où il y a eu ce besoin créé de pouvoir avoir un cadre législatif beaucoup plus consolidé et d'avoir aussi des définitions de jeu. J'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, mais lorsqu'on a écrit la loi, moi, j'ai voulu qu'on apporte des définitions à ce que sont notamment les jeux de tirage, les jeux de grattage, les jeux instantanés. Jusqu'à présent, on était sur des lois qui dataient de 1836, donc on parlait à l'époque de loterie. Bien évidemment, ils ne pouvaient pas anticiper ce qui allait se passer presque 2 siècles plus tard. Et donc, via ces nouveaux moyens numériques, il y a eu un besoin de redéfinir qu'est-ce que c'était que les jeux qui étaient proposés. Et là, je salue d'ailleurs le travail collaboratif avec Bercy, avec l'autorité de régulation et puis également les chercheurs et universitaires pour alimenter cette réflexion de définition des jeux. Et donc, on est passé du jeu de loterie à toute cette myriade de jeux possibles que sont les paris sportifs. Donc j'aimerais repasser un message notamment aux joueurs qui doivent être informés de ce qu'est l'offre légale et sur la question en ligne. Le poker en ligne, c'est légal. Les paris sportifs en ligne, c'est légal. À partir du moment où vous vous trouvez face à une offre de casino en ligne, c'est illégal aujourd'hui en France. Peut-être que le secteur pourra évoluer et nous avons beaucoup d'opérateurs qui frappent à la porte, qui nous sollicitent pour dire de faire évoluer la réglementation pour les autoriser, mais aujourd'hui en France ce n'est pas autorisé, ça l'est dans d'autres pays, mais encore une fois comme Madame Falck-Pierrotin l'a rappelé, la loi s'applique sur le pays où le joueur est résident et évidemment ne pourrait pas voir une autorisation faite. Par contre, l'outil numérique étant très rapide, il faut déployer des moyens très importants pour pouvoir l'encadrer. Et encore une fois, vous avez évoqué, Madame Falck-Pierrotin, de partir du terrain et vous êtes venue dans ma circonscription à Divonne-les-Bains. J'ai un casino à Divonne-les-Bains et aussi un centre hippique, de voir comment ça se passe. Et je crois que c'est la bonne façon de pouvoir comprendre le secteur. Monsieur Jappiot, vous avez également su vous ouvrir à tous les intervenants sur ce sujet. Je crois qu'on a eu vraiment une collaboration qui permet aujourd'hui d'appréhender l'ampleur du travail à mener. Il n'est pas parfait, il va devoir évoluer, mais je crois que l'implication de chacun va permettre de pouvoir coller au plus près de la réalité maintenant. Pour le coup, moi, j'aurais deux questions par rapport à ces différentes interventions. La première, c'est comment assurer finalement une connaissance du cadre réglementaire aux joueurs. Est-ce que ça doit relever de l'autorité de régulation ? Est-ce que ça doit être aussi une fonction des opérateurs qui, pour se protéger eux-mêmes d'une certaine manière ? Et la deuxième question qui est en plus sur l'aspect européen, l'aspect coopération européenne, est-ce que finalement ces problématiques, vous disiez finalement il n'y a pas d'application de la loi du pays d'origine, est-ce que ces disparités de législation, et on le voit si on prend les exemples d'autres secteurs, est-ce que ça ne va pas influencer plutôt finalement que l'Union européenne évolue et prenne en charge pour justement faciliter ce genre de choses ? Est-ce que véritablement on peut continuer à penser que demain, la législation des jeux sera toujours une législation nationale et pas une législation harmonisée et finalement facilitant la libre prestation de services des opérateurs situés à l'étranger ? Alors sur le premier point, je crois que c'est la tâche numéro 1 du régulateur, c'est de faire connaître la loi et de faire connaître le cadre législatif et réglementaire qui s'applique. C'est une dimension de notre action que nous allons développer et que nous commençons d'ores et déjà à faire, que ce soit à travers le site internet de l'ANJ, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. On a récemment expliqué le rôle de l'ANJ en matière de lutte contre les manipulations sportives. En expliquant aux joueurs concrètement comment nous détections, le cas échéant, à partir de sources venant de nos homologues, venant des loteries internationales, venant d'une organisation professionnelle d'opérateurs,
éventuellement l'existence de paris, entre guillemets, dubieux, suspects, et comment ça pouvait conduire à une mise en alerte des opérateurs et des parieurs sur le dit sujet. Donc on va régulièrement maintenant émettre des espèces de notices pédagogiques à destination des joueurs pour leur expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Parce qu'effectivement, la plupart des joueurs, vous voyez, sont dans un rapport extrêmement un peu simplifié vis-à-vis du régulateur. C'est-à-dire, s'ils perdent, que fait l'ANJ, si je caricature. Et ce que nous allons essayer de leur expliquer, c'est comment est-ce que l'ANJ travaille, comment est-ce que l'ANJ peut leur apporter, entre guillemets, de la protection, des services. Et ça, je crois que c'est effectivement très important. Et je rejoins ce que disait Olga Givernet sur les sites de casinos en ligne. Lorsque vous arrivez sur ces sites, qui sont extrêmement bien faits, c'est extrêmement difficile de savoir que ces sites qui sont rédigés en français, qui sont visiblement conçus à destination d'un public français, sont des sites illégaux, enfin en tout cas qui donnent accès à des produits et des services illégaux. Donc il y a tout un travail de pédagogie qui est très important à faire et qui est, je dirais, le degré minimum de la régulation. Et ça, bien sûr que les opérateurs peuvent nous aider à le faire, mais c'est quand même la tâche, je dirais, élémentaire du régulateur. Deuxième question, est-ce que nous allons vers une harmonisation européenne qui se mettrait en place ? Très honnêtement, je ne le pense pas. À ce stade, la plupart des pays européens veulent garder une maîtrise législative et réglementaire de leur territoire de jeu, et d'ailleurs les Français compris. Et ce que nous voulons simplement, enfin les uns les autres, c'est d'être souverains sur notre territoire de jeu et d'éviter que des offres de jeux illégales, soit au regard de notre droit, soit légales chez les autres mais illégales chez nous, soient offertes. Donc, on a tous intérêt à une meilleure coopération en ce sens. Et les premiers contacts que j'ai pu prendre avec des homologues, je dirais, sont plutôt de cette nature. En revanche, ces premiers contacts confirment le fait que nous avons intérêt à coopérer justement pour savoir ce qu'on va faire sur le e-sport. Les Belges ont interdit les loot box. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça marche? Les compétitions de e-sport, faut-il permettre des paris sur ces compétitions de e-sport? Aujourd'hui, c'est interdit en France. Est-ce que c'est le cas dans d'autres pays? Vous voyez, il y a toute une série de sujets qui sont un peu, je dirais, à l'écho du fait que le secteur des jeux est un secteur qui est éminemment vivant, éminemment innovant, et que si on veut suivre le rythme d'innovation de ce secteur, il faut mutualiser l'information. Donc ça, je crois qu'on est bien désireux de le faire, vous voyez. Mais ça ne conduit pas nécessairement, en tout cas, à un texte de communautarisation européen, d'harmonisation européenne. Oui, de toute façon, la Commission, pour l'instant, avait... Pour le moment, c'est pas dans ses... décidé de s'arrêter dans... Tout à fait. Donc, vous n'avez pas eu d'écho sur la volonté pas d'écho. Pour le coup, je prends une question du chat. C'est Rue des Joueurs, donc, qui est une communauté de joueurs qui demande, en fait, dans quelle mesure... cette communauté, donc, qui joue un rôle d'intermédiaire entre les joueurs et les opérateurs, pourrait être consultée, et ils disent régulièrement par l'autorité. Et est-ce que, justement, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, notamment sur la méconnaissance du cadre réglementaire, est-ce que ça ne serait pas, je rajoute cet aspect-là, est-ce que ça ne pourrait pas être un vecteur pour la pédagogie? C'est pas du tout exclu que sur des sujets... je dirais, qui le méritent ou pour lequel une concertation très grand public est utile, qu'on ne le fasse pas, vous voyez. Je veux dire, pourquoi pas? En tout cas, notre intention à court terme, c'est déjà d'offrir un service à cette communauté, un service de pédagogie, ça je l'ai mentionné, mais un deuxième service qui est celui du service d'auto-interdiction. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un fichier des auto-interdits de jeu qui est géré par le ministère de l'Intérieur, géré dans des conditions qui sont, je dirais, un petit peu culpabilisantes pour les joueurs, puisqu'ils doivent se rendre auprès de la police, ils doivent déclarer leur volonté de s'auto-interdire. Ça prend plusieurs mois pour que l'auto-interdiction soit effective. Pendant ces plusieurs mois,
je dirais, le pire peut arriver pour certains. Malheureusement, ça a pu arriver. Et donc, notre idée, c'est de rendre ce service que nous allons récupérer en gestion d'ici la fin de l'année. Et nous voudrions le rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus ergonomique, en faire un outil à la main du joueur, en leur disant, le premier acteur de la protection, c'est toi. Donc, si tu veux t'auto-interdire, voilà, entre guillemets, les clés que l'on peut te donner. Et ça va nous permettre de créer aussi, d'avoir accès à une communauté de joueurs, de dialoguer avec eux, et peut-être aussi de faire appel aux joueurs comme des influenceurs. Vous voyez, récemment, je suis allée à Dijon rencontrer la CEDAP, qui est un organisme formidable qui travaille sur l'addiction et qui fait un travail de terrain sur les joueurs qui est vraiment, je crois, remarquable. Nous avons rencontré à cette occasion plusieurs joueurs, certains expliquant un petit peu leur parcours d'addiction et comment ils avaient pu en sortir. Et quand je leur ai posé la question, finalement, est-ce que ça vous intéresserait de témoigner de ceci ? Parce que nous, en tant que régulateurs, ça a beaucoup de valeur. Vous voyez, des témoignages de joueurs expliquant un peu les jalons de leur parcours et comment est-ce qu'il est possible de mettre un terme à l'addiction, ou du moins de la limiter. Eh bien, ce sont des joueurs qui sont très intéressés à faire ça. Donc, vous voyez, on commence simplement à rentrer en contact avec cette communauté, mais je crois qu'elle est riche d'enseignements pour nous. Et on va travailler avec elle. Monsieur Japin. Oui, je voulais juste revenir un instant sur le fichier des interdits de jeu, parce que il faut savoir que jusqu'à une période récente, dont le ministère de l'Intérieur nous assure qu'elle est révolue, le fichier des interdits de jeu, c'était un fichier Excel, qui était donc rempli manuellement, dans les conditions qu'a rappelé Isabelle Falque-Pierrotin. Et donc nous avons proposé dans le rapport, justement, que la gestion en soit confiée à l'Autorité nationale des jeux, et surtout qu'il y ait une possibilité même de s'auto-déclarer en ligne. Et le gouvernement était favorable à l'idée, mais ayant peur de manipulation, à mon avis, de risques un peu excessifs. Alors nous, on avait proposé une solution simple. Il y a plein de démarches que vous pouvez faire en mettant une copie de votre carte d'identité. Donc je ne vois pas la difficulté. Mais ça a été renvoyé au moment où il y aura l'identité électronique. Mais je me permets du coup de passer le message à l'Autorité nationale des jeux pour essayer de donner cette possibilité d'inscription en ligne ou par correspondance, mais enfin sans aller effectivement au commissariat puis au service central des Alors, jeux. Je rebondis tout de suite sur ce que dit Olivier Jappiot. Il est clair que dans notre service, ce sera un service en ligne. Parfait. Moi, je suis favorable que les joueurs puissent avoir toute leur part au travers de représentants, que peuvent être des associations, et pas simplement dans la défense des droits ou du préjudice, mais aussi pour comprendre quelle est l'évolution de cette clientèle, quel est le public touché, est-ce que c'est un public qui va être différent, comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution, et donc d'avoir aussi cette interaction directement avec le joueur, et pas simplement au travers de l'opérateur qui, lui, va avoir un aspect économique et de marché, et donc de pouvoir faire cet équilibre. Et puis la question du cadre éthique qui n'a pas été mis dans la loi, mais au travers de ce que j'ai pu comprendre, la législation douce, ou je ne sais plus comment est-ce que vous l'appelez, forcer les opérateurs à rentrer dans cette démarche de se poser la question, quelle est leur pratique éthique. Moi, je vais revenir sur un événement un peu récent, qui est l'événement Winamax, un opérateur qui, au travers de sa communication réseaux sociaux, a pu, on a estimé qu'il a dépassé les bornes avec la demande de retrait de ce tweet, et finalement il l'a fait. Quand on anime comme cela une communauté sur les réseaux sociaux, il y a aussi un devoir de transmettre les valeurs, et je tiens à le rappeler. Moi, ce qui m'importait, c'était quand on a un contrat comme on l'a en tant qu'opérateur avec l'État, d'être autorisé à opérer sur le secteur des jeux d'argent. À ce moment-là, il faut pouvoir véhiculer aussi un certain nombre de valeurs. Je comprends que sur les jeux en ligne, les jeux du pari sportif, on essaie de recréer une atmosphère, recréer une communauté, ce qui existe déjà en physique. Dans un casino, on a cette atmosphère. Lorsqu'on se déplace dans un bureau de tabac ou dans un bar pour faire ses paris, il y a une atmosphère. Mais à ce moment-là, il faut la créer. Lorsque c'est du virtuel, il faut la créer aussi dans un cadre respectueux. Très bien. Non, pas de réaction.
Alors, Monsieur Jappiot, Philippe Bon des Casinos de France a fait part d'une remarque. Ils avaient demandé à être auditionnés, notamment pour apporter une espèce de contradiction aux arguments de Tracfin, qui, donc, comme vous l'aviez rappelé, souhaitait que le régulateur s'intéresse un peu plus à la question de la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors écoutez, en tout cas, on a entendu des représentants des casinos, je ne me souviens plus exactement qui c'était. Notre difficulté, je vous dis, c'est qu'on a travaillé entre mi-juin et mi-septembre. Donc on a rencontré, comme le montre l'annexe à notre rapport, énormément de gens. Mais voilà, nos moyens étaient limités. Donc, mais ils avaient la possibilité de nous envoyer une contribution. Et puis, j'allais dire, de toute façon, le ministère de l'Intérieur, qui est très proche de ces opérateurs, donc a défendu leurs intérêts, a donc souhaité garder le mode actuel de lutte contre le blanchiment. Donc maintenant, j'allais dire, la balle est dans le camp des casinos pour montrer qu'ils sont à la hauteur de ce combat sur lequel ils ont fait des nets progrès dans la période récente, mais qui reste à confirmer. Merci. D'autres questions ? Madame Hidou, qui est à distance, qui n'est peut-être pas forcément... Peut-être une question. J'ai écouté attentivement depuis le début vos discussions et je me demandais si, lorsqu'on parle d'impliquer la communauté des joueurs, est-ce qu'à terme, on pourrait mettre en place un dispositif de régulation qui s'apparente à ce que l'ARCEP, par exemple, appelle la régulation par la donnée ou la régulation par la data, avec une coproduction d'informations et d'évaluation sur l'éthique, le sérieux, la fiabilité, coproduction entre les utilisateurs et le régulateur? Alors, je dirais que la régulation par la data, elle existe déjà magistralement au niveau de l'ANJ. L'ANJ a, en tant que régulateur, une particularité que beaucoup d'ailleurs de régulateurs probablement lui envient, c'est d'avoir un dispositif d'archivage en continu, c'est une obligation légale, de l'ensemble des opérations de jeu menées par les opérateurs en ligne. C'est un big data du jeu qui est considérable et qui est évidemment un instrument de contrôle pour le régulateur qui est extrêmement précieux. Donc la régulation par la data, je dirais, elle existe déjà fortement au niveau de l'ANJ et notre idée est de faire en sorte qu'elle soit encore plus professionnalisée dans les années à venir qu'elle l'est aujourd'hui. C'est-à-dire à partir de ces datas, et évidemment dans le respect du RGPD et du cadre légal, quels sont les enseignements que l'on peut tirer sur l'état du marché. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites à partir de ces données, de ce qu'on appelle du coffre. Par ailleurs, toujours selon les obligations de la loi, il y a des obligations de reporting et quasi continue, c'est-à-dire toute une série d'informations économiques, des informations de marché, qui sont toutes les semaines, voire tous les trimestres, qui doivent être versées au régulateur. Donc, si vous voulez, je crois que ce régulateur, il n'est pas à court de données concernant les opérateurs économiques. Après, il faut être capable, entre guillemets, d'exploiter correctement ces données, de bien les comprendre. Et l'objectif, je dirais, de l'ANJ va être certainement de se renforcer sur le plan de son staff, sur ses compétences, pour pouvoir être en capacité véritablement d'analyser ce qui nous est donné. Et dans les fondamentaux, les briques de base que j'annonçais, la brique qui concerne tous les éléments techniques qui nous sont donnés, elle est extrêmement importante et on est en train aussi de la construire. Monsieur Jappiot. Oui, je voulais juste revenir sur une remarque qui a été faite à la fois par Madame Hidou et par Isabelle Falque-Pierrotin sur effectivement la complexité de cet emboîtement décrets, arrêtés, pouvoir de l'autorité nationale des jeux. Alors,
Pour partie, je crois qu'elle est inévitable parce que il est normal que le législateur d'abord, le gouvernement ensuite, quand même, cadre l'exercice. En revanche, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les ministères ont certainement gardé un peu trop de verrous de manette en mettant un petit arrêté ici, un petit arrêté là, un pouvoir d'homologation ici, etc. Alors, il faut savoir quand même qu'on part de loin, puisque on a eu même du mal à aller jusqu'à cette délégation de pouvoir. Donc nous, on était dans le rapport favorable à ce que ça aille plus loin. Mon sentiment et mon espoir, c'est que une fois que l'autorité nationale des jeux aura montré sa pleine légitimité, sur laquelle moi je n'ai aucun doute, les ministères, du coup, fassent confiance et voilà, à l'occasion d'une prochaine réforme, accepte d'aller un peu plus loin dans la délégation. Donc je crois que il faut considérer que c'est une étape dans cette délégation progressive à l'autorité nationale des jeux. Pour le coup, moi, j'aurais aimé réagir par rapport à ce que vous disiez. Quelque chose qui est effectivement essentiel, c'est les capacités matérielles d'action de l'ANJ. Vous avez remplacé l'Argel. Est-ce que, alors ça fait que quelques mois, mais est-ce que ça a augmenté? Est-ce que les perspectives d'évolution, notamment en termes d'emploi, tout simplement, d'équivalent temps plein, est-ce que vous avez une vision claire de l'avenir? Tout à fait. Comme l'a souligné Olivier Jappiot, la comparaison avec nos homologues internationaux est quand même peu flatteuse, puisque notre homologue britannique a plus de 300 personnes, et à ce stade, nous en avons à peine 60. Lorsque j'ai été chargée de la mission de préfiguration de l'ANJ, l'Argel, à l'époque, avait 49 agents, pour un effectif officiel de 54. Donc, pendant la mission de préfiguration, nous avons déjà fait en sorte de remettre l'Argel à hauteur de ses autorisations de recrutement, donc 54. Ensuite, au cours de l'année 2020, les 54 ont été portés à 60, puisque nous avons demandé des créations de postes que nous avons eues. Pour ce qui est de l'objectif 2021-2022, notre objectif à terme est d'être environ 80. 80, c'est évidemment bien moins que 300, mais 80, d'abord, c'est une demande que moi j'estime raisonnable, et c'est une demande qui nous met à peu près à parité avec les Italiens, les Espagnols, je dirais des autorités à peu près comparables, des marchés à peu près comparables. Donc je crois qu'on a encore un effort à faire. Aujourd'hui, nous sommes donc 60 agents. Nous en avons demandé 10 de plus en 21, 10 de plus en 22. Se négocie en ce moment l'arbitrage final. Nous avons bénéficié de fonctionnaires mis à disposition. Les mises à disposition ont été transformées en possibilité de recrutement effectif. Donc là aussi, ça va dans le bon sens. Je dois dire que la direction du budget, et ça peut rassurer peut-être Olivier Jappiot, la direction du budget a été plutôt favorable et supportive de nos demandes, ce qui quand même, je dirais, à souligner. Voilà, mais il est clair qu'il y a un effort à faire si on veut être à peu près au rendez-vous de la régulation. Nous avons face à nous des acteurs qui sont des acteurs considérables. La FDJ, c'est 2500 personnes, c'est, je dirais, une puissance de feu remarquable. Le PMU aussi, d'une autre manière. Donc on doit aussi diversifier nos compétences. Il ne s'agit pas simplement de les augmenter, mais il faut les diversifier pour avoir en interne des personnes capables de dialoguer métier avec l'ensemble des univers de jeu qui sont dans le périmètre du régulateur. Donc ça nécessite effectivement des moyens nouveaux. Je pense que si on se situe dans une perspective du triennal, vous voyez, il faut en tout cas qu'en 2022, on soit à bon port, c'est-à-dire qu'on ait les 80. Très bien. Mais écoutez, il est quasiment la fin du temps qui nous était alloué pour cette première partie de la matinée. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour la participation à
à cette séance plénière et je vous invite à rester quelques minutes d'attente en attendant la table ronde qui commencera donc à 12h30, le temps de désinfecter et donc d'échanger les participants. Très bien. Merci beaucoup encore. Merci à beaucoup. vous. Merci.